L'échiquier international, bienvenue à vous. Chaos, tel est le terme qui traverse l'esprit des observateurs internationaux comme ceux de l'OMS et de l'ONU. Chaos pour décrire la situation sur le terrain, mais aussi l'état des hôpitaux. Chaos, vocable qui se confond encore également aujourd'hui. Khan Younes, pas plus tard qu'aujourd'hui, 35 Palestiniens qui tombent en martyrs. Au passage, 35 Palestiniens morts, c'est au moins 35 familles endeuillées. Chaos, terme apposé également au seuil de la vie des enfants sacrifiés. On l'a dit, c'est une guerre contre les civils, mais surtout contre les enfants. 6 000 au moins auraient perdu la vie, sans parler d'autres milliers de disparus sous les décombres. Pour les blessés en bas âge, selon l'ONG Save the Children, environ 10 gamins perdraient leurs jambes chaque jour. Chaos pour évoquer également les centres d'accueil surpeuplés. Chaos pour se remémorer les territoires limitrophes, à l'instar du Sud-Liban, la Syrie récemment, la parcelle juxtaposant la frontière égyptienne. Un chaos, il est vrai, qui entame son point culminant, son acmé, devrais-je dire, depuis le 7 octobre, mais également on peut remonter plus loin puisqu'on peut revenir en 1948, la fameuse Nakba, justement un chaos orchestré, voulu, vecteur du projet colonial sioniste. Et entre le chaos et la résistance, nul dilemme possible. En face, on a ce droit à la vie. Tout le monde acquiesce, sauf une partie des élites occidentales qui campent une posture de mijaurée quand il s'agit de l'entité sioniste. C'est de cela qu'il est question pour notre échiquier international du jour, et c'est tout de suite. En effet, Raza, depuis le 7 octobre, une donnée pour commencer, 23 000 morts et 60 000 victimes, sans parler, encore une fois, de milliers de disparus. Et face à ce drame de notre temps, ce qu'on nomme pompeusement la communauté internationale, eh bien, mollassonne, et encore le mot est faible. Pour en parler, rien de mieux que de le faire avec un journaliste et surtout un auteur, Jawad Rostom Touati. Bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'être des nôtres. Merci à vous de m'avoir invité, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Alors, commençons déjà par ce drame, Raza. Avant d'entamer les questions, peut-être une réaction à chaud. On entame 3 mois de bombardement. On l'a dit, 23 000 victimes. Qu'est-ce que pense le journaliste ou l'auteur par rapport à ce qui se passe à Raza ? Déjà, ce que pense l'être humain devant ce chaos et aussi devant ce cynisme de ce que vous avez appelé avec ironie la communauté internationale. J'ai bien aimé le terme de mijauré, effectivement. On parlait tout à l'heure de dirigeants, de grandes puissances qui parlent au sujet de ces chiffres effrayants de tragédie, comme s'il s'agissait comme ça de fatalité ou de dommages collatéraux, mais qui en même temps sont les premiers vecteurs et les premiers qui poussent justement à poursuivre ce chaos, parce que derrière, il y a des intérêts géopolitiques énormes et que tout cela vaut bien la vie de quelques centaines de milliers de Palestiniens. Même si on arrive aux centaines de milliers, ça ne les fera pas sourciller, puisque derrière, en fait, tout ce qui importe, c'est le taux de profit. Jawad Rostom, est-ce que depuis le 7 octobre, votre vision du monde a changé en tant que journaliste ou auteur quand on voit ce drame? Je vous pose la question comme ça, brut de décoffrage. Est-ce que, je ne sais pas, quand on voit l'étendue ou la profondeur de ce drame, ce mutisme, cette inertie de la communauté internationale, qui ne dit rien quand on voit le nombre affolant d'enfants qui meurent et une absence de réaction, est-ce que votre vision du monde a changé? Je ne sais pas. Alors, non, parce que vous l'avez très bien mentionné là encore en début d'émission, c'est-à-dire tout cela remonte à 48 et même à 47, et tout cela est dûment documenté dans des ouvrages que j'ai eu l'occasion de lire pour mes travaux ou pour ma culture personnelle, et notamment c'est d'actualité, l'ouvrage d'Ilan Pappé, Le nettoyage ethnique de la Palestine, et qui, au comble de l'ironie, un historien juif qui écrit sur le nettoyage ethnique de la Palestine et qui est censuré dans le pays des droits de l'homme parce qu'il ne faut pas dire que nous sommes en face d'un nettoyage ethnique et qui en plus n'a pas commencé le 7 octobre, comme on voudrait le faire croire, mais qui a commencé déjà en 1947. Alors on l'a dit, on nous a chanté la mondialisation
mondialisation heureuse, entre guillemets, la fin des idéologies, le monde post-guerre froide, qu'on allait vivre avec des frontières de plus en plus poreuses, une communion, et une des homogénéisation règles selon des règles. Selon des règles, Oui. effectivement, on parlait plutôt de règles néolibérales, mais passons... Non, ça c'est le délire de Thomas Barnett. Et surtout d'Alain Menck, la mondialisation heureuse, il y a aussi ça. Est-ce que ce drame de Razan n'est pas un point de démarcation, puisqu'on voit certains pays, les pays du Sud, qui quand même tentent d'imposer une forme de dénonciation, et des Occidentaux qui campent quand même dans un n'exagérons pas, mais un mutisme quand même, qui pose question. Oui, il y a une vassalisation des élites occidentales par rapport à l'axe américano-sioniste. Et cette vassalisation, nous l'avons déjà vu lors de l'affaire de Nord Stream 2, etc. On a vu que des dirigeants européens couraient au suicide économique juste afin de montrer patte blanche face aux seigneurs américains. Cependant, comme vous l'avez dit, en ce qui concerne le Sud global et en ce qui concerne l'axe de la résistance héroïque du peuple palestinien est en train de donner une sorte d'électrochoc justement à cette résistance-là et de bouleverser à nouveau un rapport de force qu'on croyait définitivement avoir basculé dans le camp de l'axe américano-sioniste à travers justement la vague de normalisation qu'ont connue certains pays dits arabes. C'est-à-dire, en fait, cette résistance palestinienne nous invite à de plus en plus sortir, entre guillemets, d'un confort intellectuel et nous dire qu'il y a encore des choses à faire par rapport aux institutions internationales qui ne bougent pas quand il y a un drame humain, surtout quand il touche les Palestiniens ou quand il touche certaines populations du Moyen-Orient. Oui, et surtout, elle a révélé face justement au sadisme, à l'inhumanité et à des comportements dignes des nazis. On le voit sur la toile. Les comparaisons maintenant sont... C'est-à-dire, même en Occident, alors qu'auparavant, le vocable. Non, l'astuce pour faire taire toute critique de l'entité sioniste, c'était antisémite. Oui. Et là, maintenant, on est de plus en plus décomplexé pour dire, vous qui nous traitez d'antisémites, je me mets à la place de l'occidental, qui dit, vous qui nous traitez d'antisémites dès qu'on ose dire le moindre petit truc sur l'entité sioniste, mais vous êtes exactement dans la pire tradition des pires moments du nazisme tel qu'on l'a connu en 39-45. On se rappelle les déclarations des officiels sionistes qui parlaient avec leurs métaphores au sujet des animaux, pour parler des Palestiniens. Aussi, on a entendu le ministre de la Défense dire qu'il allait complètement acculer le peuple palestinien jusqu'à lui couper les vivres. On a eu aussi des déclarations qu'on ne pensait pas pouvoir entendre en 2023. Et pourtant, il n'y a pas eu l'once d'une critique par rapport à la conscience, à ceux qui passent leur temps à critiquer ou qui passent leur temps à redresser les torts dans ce monde. Mais parce qu'ils s'inscrivent dans une tradition qui est documentée et datée depuis des dizaines d'années. Frantz Fanon l'a écrit, je crois que c'est soit dans l'Ancien de la Révolution algérienne, soit dans Les damnés de la terre, mais il dit lorsque le colon parle du colonisé, il emploie systématiquement le langage du bestiaire. Or, donc ça, ce n'est pas nouveau. Or, nous sommes en Palestine occupée, face à une colonisation de peuplement et face à un nettoyage ethnique. Et donc, on va avoir affaire au même procédé et au même vocable et au même nettoyage ethnique et au même génocide que celui qu'on a tenté de perpétrer en Algérie et qui n'a pas réussi, mais que celui qu'on a perpétré en Amérique et qui, lui, a réussi, entre guillemets. Comment vous jugez, quel est le rôle de l'intellectuel aujourd'hui, la figure de l'intellectuel? Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de voir ces images et sans prendre soit sa plume, ou même l'artiste, c'est difficile aujourd'hui de rester en retrait quand on voit le drame toucher la Palestine, qui est une tragédie en soi, mais c'est difficile de rester en retrait. Comment se positionner? En fait, je pense que la position est à la fois entre guillemets facile, parce que qu'est-ce que j'ai à faire finalement sinon de dénoncer, de partager, d'informer autant que possible, et en même temps, surtout, là où la tâche est peut-être la plus difficile, ou la moins facile en tous les cas, parce qu'en dernière instance, nous sommes là dans nos fauteuils, tandis que les Palestiniens, eux, mènent la lutte,
c'est de dénoncer les sophismes des soutiens de l'impérialisme. Parce qu'en face, vous avez des sophistes stipendiés, des sophistes dont c'est le métier, soit de justifier l'agression. Les sophistes, entre guillemets, c'est l'art du mensonge ou du pile-poule. Voilà, de faire prendre des vessies pour des lanternes. Et donc, vous avez des sophistes professionnels, c'est même un pléonasme de dire ça, voilà, qui vont soit justifier l'impérialisme, soit justifier l'agression sioniste, soit, quand elle est carrément injustifiable, d'essayer de renvoyer dos à dos résistants et oppresseurs. Et justement, en ce qui me concerne, je pense que c'est un enjeu très important de décortiquer ces sophismes et de dire, par exemple, vous avez des gens qui vont vous dire, lorsque vous soutenez la résistance, oui, mais toi, tu as beau jeu derrière ton écran de jouer aux supporters, va à Gaza, puisque tu es à ce point. Chacun a son rôle. Mais comme si on entrait dans la résistance comme dans un moulin. Comme si j'étais à l'époque coloniale en Algérie, même en tant qu'Algérien, j'aurais pu entrer en FLN comme ça me chante et qu'il n'y avait pas tout un système justement pour éviter les infiltrations. Et on te dit va à Gaza, c'est une manière en fait de te dire tais-toi, va mourir ou bien tais-toi. C'est-à-dire, et donc on est face à des gens qui donnent des leçons aux résistants en leur disant non, vous n'auriez pas dû faire ci, vous auriez dû faire ça. Ah non, le Hamas aurait dû faire ci et pas ça, etc. Le rôle de l'intellectuel, c'est de soutenir le résistant et non pas de lui donner des leçons sur les modalités de la résistance. Les Palestiniens savent mieux que nous la résistance et comment résister et quels sont les sacrifices qu'eux sont prêts à faire. Et comment s'organiser, comment répondre Non, mais parce que, excusez-moi d'insister là-dessus, mais il y a vraiment une sorte d'argumentaire récurrent de dire que soutenir la résistance en ce moment avec tous ces chiffres atroces, c'est encourager le suicide des Palestiniens. Mais je n'encourage rien du tout. Cependant, les Palestiniens ne m'ont pas demandé mon avis ni l'avis de qui que ce soit, sinon ils auraient attendu depuis belle lurette. Ils n'ont demandé l'avis de personne pour choisir la voie de la lutte qui est la seule qui paye. Et notre rôle, c'est de le soutenir dans cette voie. Si demain ils choisissent la voie diplomatique, notre rôle, ça sera de les soutenir aussi dans cette voie, etc. L'essentiel, c'est d'être derrière et de soutenir le peuple opprimé et non pas de faire toute une gymnastique intellectuelle pour surtout ne pas se salir les mains et tenir le bâton comme le milieu, comme dit le proverbe populaire. C'est un débat aussi qui s'est posé pendant l'ère coloniale en Algérie en disant qu'il ne fallait pas soutenir les membres du FLN dans leur action, qu'il fallait... Et l'Algérie est mieux à même de comprendre, en tout cas, puisqu'on a dans notre ADN, cette volonté de décolonisation. Ça fait partie de notre socle identitaire, historique, culturel, politique. Et donc, peut-être ce débat a pas trop eu lieu ici. Exactement, nous avons eu droit à ce genre de posture, nous avons eu droit à cet irénisme, c'est-à-dire cette exaltation abstraite de la paix, du droit à la vie, etc. Et nous avons eu droit à de grandes figures avec des guillemets, on en parlait hors antenne, avec Camus, etc. C'est-à-dire, nous avons eu droit à cette attitude-là de ni bourreau, ni victime. Ça renvoie d'ailleurs à un de ces articles dans Combat, qui n'a rien à voir avec la question algérienne, soit dit en passant. Mais voilà, nous avons eu droit à ce genre de sophisme qui, soi-disant, prêchait une sorte de troisième voie. Mais il n'y a pas de troisième voie. Il y a soit mettre fin au colonialisme, soit s'éteindre, tout simplement. Parce que c'est ça, nous sommes face à un nettoyage ethnique et qui est documenté, c'est-à-dire on n'a rien inventé. Justement, je voulais vous parler, je voulais qu'on parle ensemble de ces expressions, nettoyage ethnique, génocide, épuration, déplacement de population. Alors au début, quand on utilisait ces termes, on disait que c'était trop exagéré, qu'on n'était pas dans cette situation. Et puis on le voit par rapport à la situation de plus en plus claire, probante, qui ne souffre d'aucun défaut, qu'effectivement, il s'agit bien d'un projet sioniste qui consisterait à vider Gaza de sa population. Mais il faut comprendre que l'enjeu démographique dans une colonisation de peuplement est un enjeu majeur. Et tous les Français se sont enorgueillis et ont écrit noir sur blanc que notre destin allait être le même que celui des Indiens d'Amérique, parce qu'à un moment donné, avec les famines et typhus, etc., et Djilali Sarri l'a très bien documenté dans son fameux ouvrage « Le désastre démographique », à un moment donné, nous étions, je crois, presque à parité ou avec une légère supériorité des colons. Mais la démographie a fait que petit à petit, nous avons rattrapé et nous avons même dépassé le nombre de colons jusqu'à arriver au ratio de 9 contre 1 en 1954. Vous savez ce qu'on dit? On dit que la démographie, c'est l'arme du pauvre.
Exactement. Non, mais même Emmanuel Todd avait prévu le renouveau russe sur la simple base de l'augmentation de la natalité. Il avait vu le chiffre de natalité qui ne correspondait pas aux morts, à la mortalité ou à la naissance. Il s'est rendu compte que le système soviétique était condamné. Exactement. Il dit qu'un peuple qui fait des enfants est un peuple qui est optimiste et qui croit en l'avenir. Vivant, surtout. Voilà, et donc la Russie allait revenir au devant de la scène. Et donc, on a eu cette rhétorique-là, et aujourd'hui, on ne peut plus se cacher les yeux, on ne peut plus se voiler la face devant cette réalité que nous sommes face à une épuration, et qui devient de plus en plus sauvage et agressive à mesure que les binationaux israéliens, c'est-à-dire les colons, les occupants en Palestine occupée, fuient le navire et reviennent dans leur pays d'origine. Ça pose question sur leur éventuel enracinement sur cette terre qui nomme la Palestine historique. Mais pour arrêter ce massacre, quand on essaye d'avoir un débat, une discussion, les yeux se tournent naturellement vers l'administration Washington. Comment vous expliquez ou comment analyser cette relation entre Washington et l'entité sioniste? Pourquoi, selon vous, Washington laisse faire alors que le drame ne souffre d'aucun défaut? Non, elle ne laisse pas faire. Elle laisse faire le massacre. Elle ordonne. Elle ordonne le massacre. Elle ne laisse pas faire. Elle ordonne le massacre parce que l'entité sioniste est la tête de pont de Washington dans le Proche-Orient. C'est la thèse de Chomsky. Voilà, et qu'elle est entre autres, et qu'elle est un petit peu son gendarme dans la région. Or, c'est une région, la Palestine, historiquement, est une région de routes commerciales. Ses richesses souterraines sont énormes et il y a des enjeux de routes commerciales et énergétiques énormes par rapport à la Palestine, raison pour laquelle Washington a besoin de l'entité sioniste pour contrôler la région, pour continuer de déstabiliser les voisins ou de leur faire du chantage, ou de leur proposer des projets mirobolants qui leur font tourner la tête. Mais en tous les cas, à mon avis, l'entité sioniste et le larbin de Washington et pas l'inverse. Et donc Washington aujourd'hui, face au projet chinois de nouvelle route de la soie, a besoin de son trouble fait, de sa base avancée. Voilà, de sa base avancée, de sa tête de pont dans la région, dans le Proche-Orient. C'est intéressant ce que vous dites, puisque on a beaucoup parlé aussi de la route de la soie chinoise. Et justement, c'est une route de la soie qui passe à travers le Moyen-Orient et qui a besoin justement d'un Moyen-Orient plutôt pacifié, plutôt calme, justement pour le commerce. Pour faire du commerce, il ne faut pas qu'il y ait de la guerre. Et évidemment, cette guerre, ou ce conflit, cette barbarie arrive à ce moment-là pour peut-être aussi déjouer cette fameuse route de la soie qui embête et qui inquiète l'Empire anglo-saxon. Ce que le déluge d'Al-Aqsa a surtout déjoué, c'est une tentative alternative de route commerciale avec pour acteurs les Émirats et les pays du Golfe sous égide américaine. Et donc, c'est ce qui rend d'ailleurs les Américains et les sionistes foudrage. C'est-à-dire qu'on était là, on avait normalisé, on allait s'apprêter à faire un business qui promettait des chiffres et des taux de profit mirobolants, et puis vient la résistance palestinienne pour chambouler tout cela. Mais on voit par exemple avec la résistance héroïque des Yéménis, on voit qu'en fermant seulement les Yéménites, en fermant seulement le détroit de Bab el-Mandeb, regardez les milliards de dollars qu'on fait perdre à l'économie de guerre occidentale et voyez comment 40% du commerce mondial. Non, et voyez comment du jour au lendemain les Britanniques, dès qu'ils voient les taux de profit de BP s'en prendre plein la figure, tout à coup se disent ah non mais il faut un cessez-le-feu. Alors qu'hier ils trouvaient que tout renvoie à l'économie finalement. Avec la logique occidentale et capitaliste, oui, bien sûr. Nous sommes dans une logique humaine. Nous voyons des frères auxquels nous nous identifions. Et là, même les Occidentaux, les populations, je veux dire. La rue, bien sûr. Voilà, la rue occidentale, elle aussi est horrifiée par ce qu'elle est en train de voir. Et elle ouvre les yeux, elle est de plus en plus décomplexée. Mais ces gens-là sont gouvernés par des gens qui ont une calculatrice à la place du cœur et du cerveau. Des algorithmes économiques. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui vous disent que le monde occidental, bon, il est en crise, mais est-ce qu'il est en fin de parcours et que justement, pour ne pas sortir de l'histoire, en tout cas ne pas partager la puissance avec d'autres empires, entre guillemets, comme la Chine, la Russie, il orchestre des guerres. Est-ce que l'Occident est fini selon vous ?
En tout cas, J'ai fait exprès de poser la question comme ça, sans détail, déjà parler d'empire en ce qui concerne la Russie et la Chine, c'est peut-être un abus de langage, mais linguistiquement, en tout cas, c'est un empire. Culturellement, c'est un empire. L'empire, pas l'impérium, pas dans le sens impérium. Historiquement, on va dire. Voilà. Cependant, ce qui est en crise, c'est d'abord, et ce qui est en jeu, c'est d'abord l'avènement d'un monde multipolaire. Vous avez parlé lors de votre introduction du lendemain de la chute du mur de Berlin, de la fin de l'histoire, tout va bien dans le meilleur des mondes, et dorénavant, nous serons dans un monde avec des règles. Hein. C'est le livre de Thomas Barnett. Et Francis Fukuyama. Voilà, exactement. Et le livre de Thomas Barnett, la nouvelle carte du Pentagone, où il coupait le monde en deux, ceux qui sont intégrés et ceux qu'il va falloir intégrer, soit à coup de bâton, soit avec la carotte. On a vu avec les pays du Golfe que ça a été la carotte, et on a vu avec d'autres qu'il a fallu user de la force. Voilà, user de la force. Ce monde unipolaire, sous l'égide bienveillante et éclairée des États-Unis, si vous n'avez pas saisi l'ironie, j'insiste, alors j'ironise, ce monde-là est en train justement de s'effriter et de laisser place à un monde multipolaire, où les États-Unis redeviendront une puissance comme une autre, mais où elle n'aura plus l'hégémone et où il faudra bien qu'elle fasse le deuil de son délire qu'elle a appelé destinée manifeste. Elle est en train de descendre de son hubris, c'est-à-dire de sa folie des grandeurs, mais cela ne se fait jamais sans dégâts, et le degré de son déclin est proportionnel au sadisme qu'elle est en train d'employer par nazis interposés en Palestine occupée. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'un géopoliticien américain qui s'appelle le complexe de Thucydide, où il parlait, il disait quand le piège de Thucydide. Quand il y a une puissance qui monte, l'autre elle descend, mais celle qui descend ne descend jamais sans une guerre, sans une crise, sans embarquer tout le monde avec elle dans sa chute. Oui, on est dans ce cas de figure, selon vous? Non, je n'adhère pas du tout à cette thèse, parce qu'il y a un côté mécaniste, comme si c'était une fatalité. Déjà, on voit avec la manière dont la diplomatie chinoise gère les choses qu'on n'est pas dans cette fatalité-là. On l'a vu entre les Saoudiens et les Iraniens, alors que la diplomatie occidentale n'avait pas pu réconcilier, entre guillemets, elle n'avait pas pu réconcilier, elle aurait pu peut-être en utilisant d'autres canaux, mais en tout cas la Chine a pu réconcilier les frères ennemis, ce que l'Occident n'a pas pu faire en 70 ans, 60 ans de diplomatie. Exactement, et puis il faut se méfier des plaquages historiques, c'est-à-dire que... Des schémas. Voilà, et des schémas et des visions mécanistes de l'histoire, comme s'il y avait une sorte d'invariant structurel qui allait se répéter tout au long des siècles, et comme s'il n'y avait jamais eu de développement, et comme si justement ceux qui étudient l'histoire ne voient pas ça sous les yeux, et n'ont qu'à se dire « Ah, ben c'est le piège du Thucydide, ça va... » Non, mais pourtant c'est ce qui se passe, parce qu'on voit que les Américains sont gênés par les Chinois. Biden le dit, la Chine est un problème. Oui. En technologie, on voit ce qui se passe aussi en mer de Chine, on voit aussi qu'on a sorti les unités militaires du Moyen-Orient pour les placer en mer de Chine, pour la fameuse doctrine du containment, oui. La Chine et aussi la Russie. Oui. Donc ça a une logique aussi. Mais ça a une logique mécaniste. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que d'abord les rapports de force sont beaucoup plus complexes. On n'est plus face. Et nuancés. Voilà, beaucoup plus complexes. On se parle aussi entre grandes puissances, on travaille ensemble. Voilà, il y a des forces de dissuasion, etc. Il y a parfois des intérêts imbriqués. Parfois, aujourd'hui, on est ennemis sur cette question. Demain, on va signer tel ou tel contrat. Donc, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi mécanique. Le plus important aujourd'hui, c'est que justement, l'avènement de ce monde multipolaire est favorable aux pays en voie de développement, aux pays dominés et aux pays occupés. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit œuvrer. Et tout ce qui peut amener à réaliser ce monde-là est dans notre intérêt. Alors, Jawad Rostom, toi, petite dernière question, on arrive déjà à la fin. 2024, comment vous voyez l'année? Est-ce que vous êtes plutôt, je pose la question de manière caricaturale, pessimiste, optimiste? Comment vous voyez l'année qui vient? Bon, déjà, fondamentalement, le pessimisme, c'est toujours une arme qu'on utilise contre les peuples. Hein. Les pessimistes sont toujours plus ou moins satisfaits. Non, mais votre état d'esprit, vous... Oui, mon état d'esprit, par principe, déjà, est optimiste parce que... Quand vous voyez le monde, hein, c'est pas votre nature, oui, mais le monde. Non, mais le monde, il y a ce que Hegel appelait la raison dans l'histoire, et que même s'il y a des reculs, même s'il y a des atrocités, nous allons fondamentalement... Quand on voit l'Afrique, il y a les chamboulements qui se passent. Quand on voit les deux Corées qui arrivent presque à une guerre nucléaire, quand on voit la Russie, on lui cherche de plus en plus des querelles, quand on voit les problèmes entre la Chine et les États-Unis, quand on voit les États-Unis qui sont en crise, il y a matière à être un peu peut-être sceptique. Il y a matière à s'inquiéter, évidemment. Tout peut basculer à un moment ou à un autre, mais le plus important, c'est que
si ça bouge, ça veut dire que il y a une règle de la dialectique qui est en train d'opérer, à savoir... Il y a un schéma alors. Non, il y a une logique, il y a une mécanique. il y a une règle qui est le mouvement perpétuel. Et ça, c'est pas mécanique. Le mouvement perpétuel n'est jamais mécanique. Et la contradiction se situe toujours au sein même des choses. Mais cependant, ce qui aurait été inquiétant, c'est le statu quo et que le monde reste tel qu'il est et qu'on continue justement le pillage tel qu'il était avec les mêmes vassaux, les mêmes combines, etc. Mais parce qu'il y a des résistances, il y a des soubresauts et le nouveau monde, justement... Peut-être qu'on pourrait clore sur la citation de Gramsci. L'ancien monde se meurt, le nouveau tarde à naître. Et au milieu, dans ce clair-obscur, il y a des monstres. Exactement. On le voit à l'œuvre, mais ces monstres-là sont voués à la poubelle de l'histoire. C'est avec ce bel aphorisme qu'on conclura notre rendez-vous, cette discussion qui fut passionnante. Jawad Rostom Touati, merci d'avoir été des nôtres. Ce fut un vrai plaisir. Le l'Ishki International arrive à sa fin. Merci d'avoir suivi tout de suite la météo en vous souhaitant une agréable soirée et vous dit à samedi.